12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la mi-journée sur France Culture. La première partie de ces midis de culture que nous vous proposons désormais est consacrée à la critique. Chaque jour, deux chroniqueurs, deux chroniqueuses débattent de l'actualité culturelle et littéraire, aujourd'hui encore avec les essais. Et on en parle avec Anne Dugin, rédactrice en chef de la revue Esprit. Bienvenue dans les midis de culture. Bienvenue aussi à vous, Valentine Faure, journaliste. On peut notamment vous lire dans les pages Idées du Monde et dans celle de M, le magazine du Monde. Et nous feuilletons donc d'abord ce livre court signé Marielle Massé, son titre Respire aux éditions Verdier. Un vivant, c'est un respirant, autrement dit, c'est une âme. La respiration est la forme animale du fait d'être en vie, que révèle et qu'émeut n'importe quelle personne endormie dans le soulèvement régulier de son ventre, mais aussi n'importe quel animal affolé dans la précipitation de son haleine ou son immobilisation subite, et qui s'éteint comme un feu étouffé dans le corps mourant. Respirer est donc vital pour nos organismes, on le fait d'ailleurs sans vraiment y réfléchir, mais on peut aussi volontairement arrêter ce processus. Quelques évidences qui sont abordées dans ce livre de Marielle Massé, qui prend donc une grande inspiration, 115 pages, pour questionner ces asphyxies et ces grands besoins d'air dont elle nous parle. Elle nous parle notamment aussi de sa propre histoire personnelle. D'ailleurs, Valentine Faure, est-ce que vous avez été d'abord convaincue par la démarche ? Par la démarche, oui, en tant que telle, pourquoi pas. Disons que elle choisit de prendre la respiration et d'en faire un prisme signifiant sur l'état de la société, avec l'idée qu'il y a un lien concret entre ce qu'on respire, ce qu'il y a de plus intime dans le fait parce qu'on ingère de l'air dans notre corps, et que ça dit quelque chose de l'état du monde. Et puisqu'elle est asthmatique, en effet, elle mêle ça à son histoire personnelle. Donc il y a des choses intéressantes parce que il y a des formules intéressantes. Elle parle d'une nouvelle condition respiratoire. Donc on imagine bien ce que ça suppose, les étés suffocants, les incendies, la déforestation, voilà. Et avec l'idée que cette nouvelle condition respiratoire est évidemment politique. Donc elle parle de la respiration comme un sujet politique. C'est quelque chose qui a évidemment émergé depuis George Floyd avec son slogan, ces derniers mots qui étaient I Can't Breathe, qui est devenu un slogan politique dans les manifestations qui ont suivi. Bien entendu, le Covid qui a politisé la respiration, qui a montré qu'on était à la fois tous interdépendants et qu'on partageait cet air, mais qu'en même temps, on était exposés très différemment aux effets de cet air toxique. Voilà, donc cette idée d'une politisation de l'air, de la respiration, elle est pas neuve. Oui, elle est pas neuve, mais ça c'est évidemment le constat, Anne Dugin. Il y a une forme de prise de pouls du monde via ce prisme de la respiration. Est-ce que vous êtes rentré dans ce livre et convaincu ensuite par la démarche ? Moi, alors je trouve que c'est incontestablement un beau livre. On y reviendra peut-être. Elle a des très belles formules. En fait, c'est un livre qui n'est pas une démonstration, qui vaut surtout, je trouve, pour les portes qu'il ouvre, pour les liens qu'il fait. Vous lisez une expression et vous dites c'est une manière nouvelle pour moi de voir les choses. Et par exemple, quand elle a cette très belle formule, je trouve que la respiration comme participation à ce qui nous entoure et que finalement tous les respirants participent de l'air du temps, contribue par la respiration à fabriquer l'air du temps. Bon, ça, je trouve que c'est une idée assez forte, finalement, pour peu qu'on la déplie. Je pense que ceux qui aiment les livres de Marielle Massé seront tout à fait séduits. On est complètement dans la même veine de ses précédents ouvrages dans cette collection, là, la Petite Jaune, qui sont des livres d'intervention, celui sur les migrants, Sidérés considérés, Nos cabanes sur la question environnementale. On y retrouve une manière qu'elle a de travailler, je trouve. Et là, je pense qu'il faut citer le fait qu'elle est historienne de la littérature. Elle travaille sur la théorie littéraire et elle a fait ce livre important, Style, critique de nos formes de vie chez Gallimard. Et en fait, ce qu'elle fait, il me semble, et qu'elle continue de faire là, c'est de déployer une vision stylistique
non pas au texte, mais à des grandes questions sociales et existentielles, et ici la respiration. Après, pour un essai qui donc, là, cette fois-ci, a un objet proprement politique, enfin, la respiration, elle se situe toujours à la frontière. Elle montre bien comment la respiration, c'est une question autant individuelle que sociale, qu'on est d'emblée pris dans, que respirer, c'est participer au monde. On est un peu sur sa fin sur la question politique, parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a des questions d'institution, il y a des questions de santé publique, et ça, finalement, elle le traite dans un premier mouvement sur ce qu'elle appelle l'irrespirable et tout ce qui ne va pas dans notre condition respiratoire. C'est ça, elle cherche une vie respirable, dit-elle, avec deux sens à ce terme, à cette expression de vie respirable. Il y a effectivement l'air que l'on respire, comme le disait Valentine Faure il y a quelques instants, c'est-à-dire l'écologie, en fait, l'environnement qui se détruit, qui change, qui nous heurte au quotidien, et puis ce sens un peu plus figuré sur l'atmosphère, on peut dire sociale, politique, que l'on subit parfois. Valentine Faure. Oui, en fait, elle file un peu la métaphore de la respiration. Donc, elle explore le thème. C'est une espèce de méditation sur la respiration qui est à la fois politique et en effet sociale, mais aussi poétique, parce qu'elle tisse beaucoup de références qui sont aussi bien artistiques que aussi toutes les itérations de ce thème-là dans l'actualité. Ça, c'est assez habile la manière dont elle le fait, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a que cette espèce de métaphore filée, c'est un peu agaçant. C'est un peu précieux, franchement, parfois. C'est un peu précieux, un peu affecté. Après, c'est vraiment, en effet, une question de goût. C'est-à-dire, je pense qu'en effet, les amateurs de son travail ne seront pas déçus. Parfois, là où je trouve que ça contredit un peu le propos, c'est en effet, comme disait Anne, elle s'attelle à un sujet qu'elle veut politique et qui est politique, et puis du coup, ça rate un peu sa cible, en fait. Mais est-ce que c'est pas un petit peu aussi à la fois l'intérêt, mais aussi la limite des sujets que Marielle Massé traite? C'est-à-dire que, par exemple, elle a travaillé sur le style, elle a travaillé sur l'air du temps. C'est des sujets qui sont magnifiques, mais effectivement, une fois qu'on les a un petit peu explorés, c'est difficile. C'est tellement évanescent. Exactement. que l'originalité, en fait, l'empêche d'aller plus loin. Ouais, je trouve qu'évanescent, c'est tout à fait le mot. C'est en effet des très beaux sujets. Je trouve que son texte sur les migrants partait d'un constat qui était celui donc de la sidération, et c'était vraiment intéressant. Et puis à chaque fois, en effet, il y a un côté un peu gazeux, quoi, presque. C'est un peu hors sol, en fait, alors qu'elle se saisit de questions qui sont très politiques. Mais c'est vrai qu'il faut lui reconnaître aussi un talent littéraire indéniable. Il y a des très belles formules, en effet. Il y a des très belles pages à la fin sur la parole que j'ai trouvé très belle. Oui, alors parmi les choses que j'ai trouvées vraiment les plus heureuses et les plus fortes dans ce livre, c'est la place, Valentine l'a dit, qui est faite à la poésie. Elle cite Rilke, elle cite Michaud, elle cite Baudelaire, mais elle cite aussi beaucoup de poètes contemporains, Stéphane Bouquet, Aurélie Follia. Et là, je trouve qu'elle fait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que c'est pas fortuit. La poésie, c'est sûrement le genre qui s'est le plus préoccupé de la question du souffle. Et à ce titre, ça fonctionne. Elle clôt effectivement sur le langage et comme toujours comme souvent en tout cas dans ses livres, en tout cas ceux que j'ai lus, il y a une forme d'appel au langage à la fin comme le lieu où tout peut se refonder, comme le lieu où là en l'espèce par rapport à la respiration, on va retrouver une parole juste, on va retrouver des qualités d'écoute de l'un et de l'autre. Et c'est à la fois, moi je tiens absolument à ce qu'on réaffirme l'importance qu'il y a à tenir une langue juste pour refonder le discours politique, pour refonder les échanges sociaux également. Mais c'est faire peser beaucoup sur les épaules du langage et de la littérature que de penser qu'une parole juste va suffire à rendre le monde de nouveau respirable. Elle le voit peut-être comme un préalable, et là je la suis, mais en tout cas ça fait pas le tour de la question. Mais politiquement, par exemple, quand elle parle de cette atmosphère politique pesante, de ces petites phrases, de ces polémiques, des fake news aussi, si je dis pas de bêtises, il y a quelque chose qui nous parle aussi dans notre quotidien. Ce livre qui s'intitule Respire, qu'est-ce qu'il nous offre quand même à nous, lecteurs, quand on le lit et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous? Autre qu'une respiration de lecture. Une respiration de lecture. Est-ce qu'il nous donne des clés? Est-ce qu'il nous soulage de quelque chose? Je ne sais pas. Oui, moi je pense, en tout cas personnellement, sur la question de... il amène tout un chacun à se poser la question, est-ce que je suis un être respirant? Cet être respirant dont il était question au début, qui n'est pas seulement un être qui a accès à un air dépollué, mais qui est un être qui respire pleinement, c'est-à-dire qui est pleinement dans la société, qui consent à respirer et qui consent à l'échange. Et ça, je pense que tout ce qui fait nos asphyxies,
à nous, quotidienne. Je pense que ce livre interpelle là-dessus. Moi, j'ai été frappée, il y a un petit passage tout à fait anecdotique, mais sur l'apnée de l'email. Elle a lu quelque part qu'en fait, il a été prouvé que quand on ouvre sa boîte mail et qu'on voit défiler, s'accumuler tous les petits points bleus là qu'on n'a pas ouverts et qui sont arrivés pendant la nuit ou pendant la soirée, on a un moment d'apnée. On s'arrête de respirer. Et bon, ça, moi, en fait, ça fait un lien direct avec une expérience concrète que je fais tous les jours. Et on se dit, mais oui, effectivement, ça fait faire des liens. Et à ce titre, cet essai vous emmène quelque part. Après, il a les limites qu'on a évoquées. Il ne faut pas en attendre plus que cela non plus. Valentine Faure, vous vouliez nous lire un petit mot, un extrait ou pas? Non, c'est comme vous le voulez. Oui, enfin, non, c'était juste pour parler du style. Mais encore une fois, je voudrais, il y a vraiment des jolis passages. C'est juste que, voilà, parfois, je lis. Mon haleine m'accomplit et je m'y accomplis, ma respiration est la vague de la mer qu'à la fois je porte et je deviens, je me respire et ça respire en moi, dans moi s'élargissant et m'élargissant, voilà. Bon, alors qu'est-ce que ça apporte au lecteur? Je ne sais pas, un plaisir de lecteur pour certains. Ce passage m'a marqué vous, apparemment. Ce passage m'a marqué aussi, oui. Voilà, c'est un peu affecté, ça, en ce qui me concerne, c'est pas les passages qui m'intéressent le plus. En revanche, c'est vrai que je trouve que sa capacité, c'est très bien enquêté en fait, presque, pas comme un truc journalistique, mais il y a énormément de références. Elle cite tout le monde, ce qui est quand même, il faut lui rendre hommage là-dessus. Et donc c'est un peu des pistes, c'est comme une espèce de préalable qui peut aussi peut-être intéresser des gens qui ne liraient pas un essai plus politique, plus directement politique sur ce sujet-là. Et voilà, c'est une entrée en matière, peut-être. C'est peut-être la question de l'ambition, justement, en fait. Est-ce que Marielle Massé, elle prétend avoir une théorie politique qu'elle va déployer? Est-ce que finalement, elle l'annonce pas tout de suite en travaillant sur l'air du temps, sur le style qu'elle veut avancer par évanescence? Exactement. Non, mais je pense qu'elle réussit tout à fait ce qu'elle a voulu faire. Voilà, en ça, c'est une réussite. Je pense qu'elle fait ce qu'elle veut faire. Oui, elle prétend pas avoir une théorie politique de la respiration aujourd'hui. Et il faut le savoir quand on ouvre ce livre. Elle est vraiment. Ouais, je redis, je pense que il y a vraiment quelque chose à comprendre de sa démarche à travers la notion de style et de stylistique qu'elle s'applique à déployer, avec forcément les limites qu'une telle démarche a sur son objet. L'essai de Marielle Massé s'intitule Respire, si on ne l'a pas compris. Il est disponible aux éditions Verdier et j'en profite pour dire qu'elle sera l'invitée du Book Club de Marie Richeux le 11 septembre à 15h. Dans notre sélection d'essais est aussi tombé celui du sociologue Nicolas Duvou, L'avenir confisqué, inégalité de temps vécu, classe sociale et patrimoine aux éditions PUF. La subjectivité permet de comprendre le monde social. Elle s'avère indispensable pour prendre la pleine mesure des inégalités et de leur violence. Elle donne accès à une synthèse du passé, du présent et de l'avenir vécu, avenir subi et fermé des plus modestes, maîtrisé et serein des plus aisés. Simple, cette thèse n'a pourtant rien d'évident. En effet, faire une place à la subjectivité dans l'analyse du monde social est parfois considéré comme se situant à l'opposé de démarches donnant une place déterminante aux conditions matérielles d'existence, aux intérêts de classe et plus largement aux formes de contraintes sociales subies ou exercées par les différents groupes sociaux. Midi 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Extrait donc de L'avenir confisqué de Nicolas Duvou. Nicolas Duvou qui est professeur de sociologie à l'université Paris 8. Et on va pas se lancer dans un débat sur subjectivité et objectivité, mais tout de même, il propose dans cet ouvrage de prendre en compte une donnée subjective pour définir la position sociale de chaque individu. Et cette donnée, c'est le sentiment de l'avenir. Comment est-ce que chacun arrive à se projeter dans le futur, ce qui permet selon lui de décrire d'abord la hiérarchie sociale et en même temps de mettre au jour des inégalités qui existent, se créent et se reproduisent. On va essayer de comprendre comment. Est-ce que d'abord, Valentine Faure, c'est une nouvelle méthodologie qui vous a intéressé? Alors, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que je trouve que le titre est un peu trompeur à cet égard parce que c'est vraiment un livre de méthode sociologique.
Ce qu'il défend, en effet, c'est une approche qui est basée sur ce sentiment d'avenir, qui est donc un ressenti subjectif. Ce qu'il dit, c'est que le rapport à l'avenir, le sentiment d'insécurité sociale, la hantise du lendemain, etc., importe encore plus que des inégalités qu'on pourrait mesurer objectivement, le niveau de ressources, le diplôme, les catégories socio-professionnelles, etc. Que ça donne une information objective en fait sur la société, et que bien sûr cette capacité à se saisir de l'avenir, ou pas d'ailleurs, elle est évidemment socialement différenciée. Et puis, elle constitue une information en soi sur la société. Donc, il accorde un statut à la subjectivité, à ce qu'on ressent dans la construction de la connaissance. Il en fait un phénomène social, un phénomène historique et social. Voilà, donc c'est très intéressant. La question que ça pose, c'est évidemment, c'est ce qui justifie pendant une très très grande partie de son livre, c'est comment une information subjective, comment la manière dont un individu perçoit sa propre situation peut procurer une information sur la société. Alors ce qui est assez, enfin on y reviendra peut-être, mais ce qui est je trouve assez parlant, c'est qu'il utilise l'exemple des températures ressenties. Ça, c'est très... Je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Quand on parle de température ressentie, on a toujours l'impression que c'est... moi, j'ai l'impression qu'il fait 26 et toi qui fait 28. Un de nous deux a tort parce qu'il y a une vraie température qu'on pourrait mesurer objectivement. Or, c'est pas ça. Ce que ça dit, c'est que la façon dont on est exposé à la température diffère et dit quelque chose de notre environnement. Et que, en fait, c'est une mesure, cette température ressentie, elle est une mesure. Donc c'est la même chose pour la situation sociale des gens, et que la perception qu'ils en ont est capable de saisir des informations très fines que des questionnaires sociologiques, quantitatifs, ne peuvent pas rendre. Voilà. Anne Dugin, cette donnée subjective, donc, que met en avant Nicolas Dubout, c'est ce temps, c'est comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir. Et effectivement, comme vient de le dire Valentine Faure, on n'est pas armé de la même manière en fonction de la position sociale dans laquelle on est. Oui, et ça fonctionne. Il y a une boucle rétroactive là-dessus, en fait, au cœur de ce livre. Et je suis d'accord pour dire qu'il est tout à fait important. Il y a la notion, enfin un terme un peu barbare comme ça, mais une notion qui est la synthèse projective. Alors la synthèse projective, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la capacité socialement différenciée qu'ont les individus à se saisir de l'avenir. Mais cette synthèse projective, elle associe des variables classiques, objectives de sociologie, à la catégorie socio-professionnelle, des variables plus souvent utilisées par les économistes, les revenus et le patrimoine. Et le patrimoine, c'est très important, on y reviendra, c'est une dimension essentielle de ce qu'il creuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avoir du patrimoine ou ne pas en avoir, c'est une variable essentielle dans le fait d'avoir une sécurité sur l'avenir, en fait. Et ça... sur toute l'échelle sociale, pas que chez les plus riches. Et puis, ces données objectives, elles sont enrichies par le ressenti qu'a chacun sur sa situation, l'appréciation qu'il porte. Ces revenus, cette catégorie socio-professionnelle, en fait, moi, je les regarde comment, je me situe comment par rapport à ça. Les liens aussi affectifs, les investissements affectifs autour de tout ça, je vois les choses comment par rapport à mes enfants, comment par rapport à mes parents, comment par rapport à mes frères et sœurs. Et tout ça donne une information essentielle qui est ce qu'il appelle le sens de la pente. Je me projette vers quelque chose qui va aller mieux ou vers une situation qui va se dégrader. Et en fait, comme disait Valentine, en fait, c'est un vrai plaidoyer pour la prise en compte du subjectif en sciences sociales. Il montre bien que c'est pas nouveau, mais souvent, les données subjectives sont utilisées pour montrer l'écart qui existe avec une vision objective. Là, il dit non, en fait, elle les renforce. Elle les renforce, et donc il nous propose du haut en bas de l'échelle sociale toute une façon de lire la hiérarchie sociale qui se trouve dynamisée par ce temps vécu, ce rapport au temps vécu. Une vie sociale, c'est une vision de l'avenir, c'est une manière de s'inscrire dedans. Et effectivement, on n'a pas la même. Sur la forme, peut-être, c'est pas totalement une enquête de terrain qu'il nous livre dans ce livre. C'est une nouvelle grille de lecture sur des enquêtes qui ont déjà été réalisées. C'est ça, Valentine Faure ? Oui, alors c'est vrai que c'est ça qui est un peu déroutant, c'est-à-dire qu'on s'attend avec un sujet comme ça à avoir du terrain et des données sur et en fait une très très longue partie du livre est consacrée. Alors tout ça parle quand même de l'avenir, c'est-à-dire même quand il parle de température ressentie, j'y reviens, ou même par exemple de santé auto-évaluée,
lui, il parle de ça aussi sur la façon dont c'est très fiable, la façon dont on auto-évalue son état de santé. Évidemment, tout ça parle aussi du sujet de l'avenir. C'est pas seulement pour justifier sa méthode. Il y a la dernière partie qui s'appuie beaucoup plus sur un travail de terrain. On va y revenir dans un instant, mais peut-être puisque vous parliez du patrimoine, Anne Dugin, les inégalités de patrimoine, dit Nicolas Duvaux, doivent être replacées au cœur de ce travail sociologique. Ça veut dire quoi en fait ? Alors, non, mais ça veut dire une chose toute simple, qui est qu'en fait, la variable mère ou clé des sociologues, c'est la catégorie socio-professionnelle, qui agrège un type d'emploi et un niveau de diplôme. Et bon, voilà. Et d'ailleurs, quand on fait des études de sociologie, quand on commence, on s'intéresse aussi à la catégorie socio-professionnelle des parents, qui vous inscrit dans une ligne, en quelque sorte. Et ces variables ont une propriété, enfin, on va pas être trop technique, c'est un livre assez technique, hein, mais elles sont discontinues, c'est-à-dire que dans un questionnaire, vous cochez une case. Et lui, il plaide pour dépasser, là où les économistes raisonnent avec d'autres données, le revenu et le patrimoine, des variables continues. Et lui, il plaide pour un dépassement des approches strictement sociologiques ou strictement économiques de la situation des personnes. Et il dit qu'il est impératif, ce qu'un Thomas Piketty a déjà dit, et d'ailleurs il le cite souvent, mais Thomas Piketty le dit avec une approche qui est assez centrée sur les hauts revenus. C'est-à-dire, il faut prendre la mesure du fait qu'on est revenu dans des régimes d'inégalité patrimoniale qui sont pas loin d'être ceux du 19e siècle, et que donc il y a une partie de la population qui fait littéralement sécession, et on n'en débat pas suffisamment, etc. Enfin, tous ces travaux de Piketty sont bien connus. Nicolas Duvaux, il plaide pour dire que cette vision est majeure et qu'il faut absolument l'intégrer, mais qu'il faut l'intégrer sur l'ensemble du spectre sociologique, et que même dans les classes moyennes ou populaires, être propriétaire de sa maison, savoir qu'on a ce patrimoine sur lequel on peut compter, ça change tout par rapport à une certaine capacité à se projeter dans l'avenir, à envisager l'avenir de ses enfants, etc. Et des personnes qui ont la même catégorie socio-professionnelle, le même type d'emploi, mais qui n'ont pas les mêmes niveaux de patrimoine, en fait, ne peuvent pas se projeter dans l'avenir de façon équivalente. Mais ça change tout pour qui ? C'est-à-dire que là, l'avenir confisqué, ce livre, il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux sociologues, à des personnes qui sont dans les sciences humaines et qui font des enquêtes de terrain, ou est-ce que ça s'adresse par exemple à n'importe quel lecteur qui pourra aller dans une librairie en se disant je vais changer ma perception sur la manière dont je pense le ressenti, et finalement mon ressenti devrait être pris en compte dans la manière dont je compose la société. Voilà. Alors, en fait, moi, est-ce que c'est pas le problème moi, je trouve que ce livre, alors, il a effectivement une ambition large, une grande ambition. Moi, je pense qu'il s'adresse que trois types de personnes peuvent complètement y trouver leur compte. Des sociologues et des économistes qui vont y chercher de la méthode et une nouvelle manière techniques et de renouveler leurs approches, etc. L'homme de la rue qui a envie de se demander, de comprendre un certain nombre de phénomènes, et notamment le fait qu'aujourd'hui on a eu des phénomènes de cristallisation de la colère sociale qui vont bien au-delà des classes pauvres ou populaires qui sont pauvres statistiquement, mais il ouvre une clé de compréhension sur ce sentiment de déprise de l'avenir qui est le grand sujet et le grand facteur de déstabilisation d'un certain nombre de sociétés contemporaines. Enfin, n'oublions pas que le slogan du Brexit qui a si bien fonctionné, c'était « Take back control ». Et ça veut bien dire que ce sentiment de déprise, il a des conséquences politiques. Et puis, dernier point, mais ça, on pourra développer. Pour moi, c'est un livre qui dit plein de choses importantes aux acteurs publics sur la fabrique des politiques publiques, sur quoi des politiques de sécurité sociale. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Notamment, il revient sur la réforme des impôts, de la transmission du patrimoine, et on y arrive par cette dernière partie qui est très intéressante effectivement et qui concerne une enquête ethnographique. Et là, on retourne sur le terrain puisque c'est Nicolas Duvaux qui nous la livre et qu'elle est partiellement inédite, si je dis pas de bêtises. La philanthropie, les philanthropes qui créent des fondations. À quoi ça sert, Valentine Faure, de créer sa fondation quand on est philanthrope et du coup on est assez riche ? Alors d'abord, ça concerne peu de personnes en fait. Oui, alors, mais de plus en plus. Ça concerne peu de personnes, mais il a eu quand même des accès très privilégiés. Donc il y a vraiment beaucoup de terrain. C'est vraiment intéressant ce qu'il raconte. Il faut juste commencer par se dire à quoi ça sert. Ça ne sert pas à se délester d'argent pour aider les plus pauvres. Ça, c'est très clair. La philanthropie, c'est un outil. C'est un outil qui est mis au service des gens qui sont fortunés, qui leur permet d'abord de justifier un enrichissement sur un plan moral, mais bon, ça c'est une chose, mais aussi qui sont des investissements qui sont aidés en effet par des politiques publiques, mais surtout ce qui est intéressant là, c'est que
ces investissements-là permettent un cadrage de l'avenir. C'est ce qu'il explique, c'est-à-dire que les patrimoines privés transformés en capital public et même en politique publique en fait. Avec une utilité sociale, voilà. Ça peut être des offres culturelles ou alors en France c'est très culturel, souvent. Ou des aides dans des quartiers défavorisés. Voilà, oui, mais alors par exemple si on pense à la philanthropie américaine avec les fondations Bill Gates qui rivalisent avec des organismes internationaux comme l'OMS, enfin c'est vraiment un pouvoir gigantesque qui est accordé sans fondement démocratique. Donc c'est ça, c'est des prises de décision qui sont politiques, en quelque sorte, Anne Dugin, et c'est là aussi où vous disiez, ça questionne les institutions. Alors là où il est intéressant sur la philanthropie, c'est par rapport à son propos sur l'avenir, c'est qu'il dit, voilà, quand on accède à la condition de philanthrope, entre guillemets, c'est qu'on a non seulement acquis les moyens de la maîtrise de son propre avenir, mais qu'on va pouvoir peser sur celui des autres. Et pas forcément de façon cynique, en ayant tout à fait le sentiment qu'on peut contribuer à un avenir meilleur, mais effectivement hors de tout cadrage politique et démocratique. Mais c'est pas les seuls instruments de politique publique auxquels il s'intéresse aussi à tout ce qui sont les politiques d'assistance. Mais de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que, et ça c'est une des forces de ce livre, je pense, c'est que, à la différence de travaux comme ceux de Piketty, centrés sur le tout haut de l'échelle, ou de ceux de nombreux sociologues, y compris les siens au début, qui sont centrés sur le bas de l'échelle, lui, c'est vraiment une vision globale de la structure sociale qu'il nous propose à travers cette notion de rapport à l'avenir. On va du haut au bas, et de ce rapport différencié dans cette capacité à se projeter. Et d'ailleurs, il dit que c'est pour les philanthropes une façon de donner forme, une forme d'éternité aussi à leurs actions, à l'action des donateurs. Ça s'arrête là, malheureusement, notre débat critique de ce midi. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ces deux livres. Anne Dugin, rédactrice en chef de la revue Esprit, dont on peut retrouver en librairie l'actuel numéro sur l'université, et Valentine Faure, journaliste. On vous lit notamment dans les pages Livres du Monde, dans les pages Idées du Monde. Voilà, ça c'est plus clair et c'est plus précis. Ainsi que dans M, le magazine du Monde. Les deux essais sont en librairie dès demain. À vous de jouer. Et vous retrouvez toutes les références sur le site de France Culture, sur la page de l'émission Les Midis de Culture.